Voilà. Bien, donc aujourd'hui, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur. Donc, on va commencer. Donc, c'était ce temps d'accompagnement collectif est en deux parties. Une première partie aujourd'hui où on va reprendre toutes les mesures coronavirus, on va les passer en revue et on va échanger sur celles que vous connaissez, celles que vous avez mises en œuvre. Et bon, c'est quelque chose qui est à actualiser, hein, puisque les diverses mesures, soit elles sont prolongées, soit les modalités d'application ou les règles particulières évoluent. Hein. Donc on va reprendre ça, évoquer le champ des possibles pour vous, pour soutenir la trésorerie, pour essayer de survivre à cette période difficile. Et puis le deuxième temps collectif, on travaillera sur un plan de trésorerie qu'on vous mettra, je vous enverrai à l'issue un outil qui a été conçu par l'Ordre des experts comptables et qui permet de préparer un plan de trésorerie dans le cadre d'une demande des prêts garantis par l'État, ce qui vous permettra de vous projeter dans la trésorerie des mois futurs. Alors, d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont mis des mesures Covid en place particulières? C'est-à-dire en termes d'organisation En termes de dispositifs prévus par l'État, donc est-ce que vous avez appliqué le chômage partiel? Alors là, oui, l'activité partielle sur 90% des salariés, le report de toutes les cotisations. Sur quelques mois, j'ai pu obtenir le fonds de soutien et sur le mois de mars et avril en partie. Pas le mois de mars, pardon, le mois d'avril et le mois de mai en partie. Et également, pas le mois de mars, pourquoi? Parce que les 15 premiers jours de mars, normalement, c'est une agence en développement, donc les 15 premiers jours de mars étaient très forts. Et même si sur les 2 dernières semaines du mois de mars étaient quasiment à zéro, ça ne m'a pas permis d'être à moins 70% par rapport à ce qui était demandé sur le mois de mars. En revanche, les moins 50 du mois d'avril et du mois de mai étaient là, donc c'était un minimum que j'ai pu donc obtenir le fonds de soutien. Et j'ai validé un PGE avec ma banque. D'accord, parfait. Et là, je suis en train d'essayer de demander pour compenser le PGE, si je peux le solder rapidement, à la fois le prêt rebond et ou le prêt résilience. Voilà. Parfait. Bon, c'est des choses qu'on va aborder aujourd'hui. Vous êtes informé parce que le prêt résilience, c'est tout nouveau. Oui, en fait, je suis en contact avec l'agglomération de Cergy sur ce point-là qui m'avait communiqué l'info et il y a une association, un groupe de travail en fait de manière globale RSE sur l'agglomération de Cergy qui fait qu'il y a un soutien d'information assez important pour toutes les entreprises. Ok. Et vous, Madame Moirot? Alors, nous, on a mis en place le chômage partiel. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, on a mis en place notre chômage partiel pour les intervenantes, les systèmes de garde d'enfants, etc., qui étaient prévus. Après, tout ce qui concerne les exonérations, etc., je pense que le siège, c'est pas moi directement qui m'en occupe, mais le siège, il s'en est occupé pour faire le nécessaire. Voilà. Je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Ok, du coup, sur certains sujets, on va passer assez rapidement. Hein. Donc, les mesures qui ont été mises en place, c'était à la fois des aides directes, des décalages de charges, mais qui dit décalage de charges dit qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même les assumer. Et donc, c'est des paramètres importants à prendre dans le plan de trésorerie du futur. Des réductions de charges, je vous souhaite un accès à des solutions de financement. Un certain nombre viennent d'être cités par Marc, le prêt rebond, le prêt résilience ou le PGE, mais on rentrera un petit peu plus dans le détail. Donc, ces mesures, elles ont d'abord été annoncées comme étant à destination des entreprises et il y a eu un flou artistique pour le monde associatif, puisque les associations se sont demandé à un moment si elles y avaient droit. Hein, mais il faut revenir à la définition de l'entreprise qui, au sens de la Commission européenne,
implique tout type de structure dès lors qu'elle exerce une activité économique. Et c'est le cas des associations, et notamment des associations SAP. Donc, de fait, les associations SAP rentraient aussi dans le champ des mesures qui avaient été prises par le gouvernement. Donc, le Fonds de solidarité nationale, il a été évoqué par Marc Bréching. Il y avait un certain nombre de critères pour y répondre. Dans un premier temps, il fallait que la baisse de chiffre d'affaires soit égale à 70% par rapport au mois de l'année précédente. Et puis, la mesure a été renouvelée en avril et le plafond a baissé. Il s'agissait plus que de 50%. Et en mai, c'est de 50%, et puis en juin, c'est renouvelé encore, et c'est toujours de 50%. Donc, ce fonds de solidarité nationale, c'était 1 500 € qui s'adressait à une catégorie diverse et variée. Ça permettait notamment aux gérants non salariés d'avoir un peu de revenus, aux auto-entrepreneurs d'avoir un petit peu de revenus, aux commerçants, aux artisans d'avoir un revenu. Les critères qui avaient été fixés, c'était que l'effectif soit inférieur ou égal à 10 salariés, que le chiffre d'affaires soit inférieur à 1 million d'euros et que le bénéfice soit inférieur à 60 000 €. Donc, pour tous les gens qui étaient dans cette situation-là, c'est défiscalisé, donc ça a constitué quand même une petite bouffée d'oxygène. La demande, pour ceux qui l'ont faite, et vous notamment, M. Bréchin, vous l'avez fait nécessairement via le site impôts.gouv, via l'espace particulier. Lorsqu'on cliquait sur la messagerie, il y avait un formulaire qui s'ouvre toujours, et dans lequel on vous demande de renseigner un certain nombre d'éléments. Et en général, le développement de l'argent est assez rapide, puisque 4 à 5 jours après, en principe, le virement est fait. Est-ce que vous me le confirmez, M. Bréchin ? Alors, bon, pas de réponse, mais donc je considérais que oui, mais bon, on a pas mal de clients. Excusez-moi, j'avais un coup au téléphone. Donc, du coup, vous me confirmez que l'argent est viré assez vite. C'est ça, c'est viré assez vite. Oui, ici, en 10-15 jours, les fonds sont versés. En revanche, je me suis toujours l'interrogation, alors peut-être que vous avez la réponse, juste une petite curiosité. Ce que je ne comprends pas dans la démarche, c'est vrai que c'est déjà sur le compte fiscal personnel qu'on renseigne les informations de l'entreprise, et que dans le décompte, donc versé sur le compte de l'entreprise, et que dans le décompte, en fait, éventuellement de versement de la somme, est tenu compte les versements de pension ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale à titre personnel. Parce que moi, ça a été le cas sur le mois de mai. Je me suis fait volontairement mis en arrêt de travail pour limiter les dégâts au niveau de rémunération personnelle. Et de ce fait-là, j'ai dû déduire les indemnités journalières de la Sécu, alors que les éléments sont versés sur le compte de l'entreprise. Oui, c'est sûr, ça n'avait pas été clair pour un certain nombre de gens. Il y a même des gens qui trouvaient pas où faire la demande, la messagerie. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce mélange. Et après, il y avait pour un certain nombre et notamment les associations, c'était difficile de les identifier pour certaines. Voilà, donc c'est ce choix qui d'abord pour la forme, ce choix qui avait été retenu via le site impôts.gouv parce que pour les gérants, c'est plus facile de les identifier administrativement. Et après, c'est vrai qu'il y avait ce principe de pas rémunérer deux fois. Hein. Mais ça, c'est un principe générique, c'est-à-dire que quand vous touchez une aide ou une subvention pour quelque chose, en général, ça se cumule pas avec autre chose. C'est un principe qui a été maintenu pour le fonds de solidarité, alors qu'on peut sûrement le regretter parce que 1 500 €, on sait bien que c'est pas facile aujourd'hui, et notamment en région parisienne, de survivre avec ce montant, mais ça reste quand même. D'autant plus que je peux me permettre, si en effet c'est fait pour rémunérer le gérant ou l'indépendant à travers l'entreprise,
puisque c'est rapprocher la rémunération en parallèle que le gérant ou l'indépendant peut avoir. Si l'entreprise lui reverse les 1 500 €, automatiquement derrière, il y aura des cotisations. Donc ça veut dire que les 1 500 €, en tout cas en termes de bénéfices pour l'indépendant, il n'est pas là. Parce que Là, non, elle est défiscalisée. Donc, sur ces 1 500 €. Même s'ils sont versés à titre de rémunération au gérant, il n'y a Bah, pas de… non, ça c'est vraiment, en tout cas, c'est comme ça que c'est rédigé, aide défiscalisée. Donc, défiscalisée. Oui, pour l'entreprise, mais si c'est reversé à titre personnel pour compenser la rémunération au Vous gérant, le gérant va devoir n'allez pas payer de charges, vous n'allez pas les déclarer. Hein, vous n'allez pas les déclarer je ne vais pas les déclarer, d'accord. comme un revenu. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends maintenant. Donc, je comprends mieux. Je comprends mieux la prise en compte éventuellement d'IJ ou de rente. Voilà, c'est vraiment net, parce que si on vous donne 1 500 €, derrière, vous allez encore payer des cotisations ou de l'IR. Bon, enfin, là, c'est vraiment c'est une aide. Et donc, pour juin, ça a été il y a l'ordonnance du 10 juin qui la prolonge. Alors, en général, les modalités, et ça va être prolongé jusqu'au 31 décembre, puisque, comme vous le disiez, dans votre cas, typiquement, la rentrée scolaire le 22 juin, alors qu'on est en vacances début juillet, qu'il n'y aura pas d'école cet été, pour vous, ça ne va pas redémarrer avant la rentrée prochaine, septembre-octobre. Donc, c'est sûr que c'est un dispositif qui va vous être utile et que peut-être ça va redémarrer encore lentement. Donc, on ne sait pas trop comment vous feriez pour vivre s'il n'y avait pas ce fonds de solidarité en juin, en juillet et au mois d'août. D'accord. Et la modalité, c'est toujours la même. Pour le mois de juin, il faudra faire la demande à partir du 1er juillet, et on a en général jusqu'à la fin du mois pour faire la demande sur le site. Bon, c'est forcément, c'est mieux que rien. Moi, c'est ce que je dis, ça a le mérite d'exister. Et j'ai trouvé quand même que c'était assez rapide à se déployer. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose quand même, ce fonds de solidarité. Mais c'est un avis personnel. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait la demande à la région pour le complément, Monsieur Bréchy? Non, parce que je ne suis pas concerné pour le coup. Là. Je suis pas, étant donné qu'en plus j'ai eu un financement, je crois qu'il y avait la notion de financement, et je ne suis pas au point de devoir avoir besoin d'avoir des problèmes de trésorerie nécessitant le deuxième étage de l'aide. D'accord. Ok, puis en plus, vous disiez que le PGE était fait. Voilà, vous n'êtes pas dans le critère, mais typiquement, la région Île-de-France, elle s'est mobilisée rapidement. Et elle a essayé d'abonder le dispositif autant que possible, donc une seule fois. Et pour ceux qui ne connaissaient pas la mesure, elle envoyait un email en expliquant aux gens qui avaient fait la demande du fonds de solidarité qu'il était possible de faire une demande complémentaire à la région Île-de-France. Effectivement, il y a des critères, et ces critères-là sont d'employer au moins une salariée, d'être vraiment dans une situation urgente et d'être quasiment au bord du dépôt de bilan, puisque quand on n'est pas capable de régler les dettes exigibles, on est virtuellement en cessation de paiement, et puis d'avoir essuyé un refus des banques pour un financement bancaire. Alors, la demande, j'ai mis le lien. Le support, je vous l'enverrai, donc vous inquiétez pas, je vous l'enverrai par mail. Ça se fait via une plateforme. On vous demande un certain nombre de renseignements. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Autre aide directe, c'est ce prêt rebond que vous avez évoqué, Monsieur Bréchy. Donc, c'est pour les TPE, les PME, quel que soit le secteur d'activité. Il faut exister au moins depuis 12 mois. Et ça permet d'avoir entre 10 000 et 300 000 euros sur 7 ans, avec 2 ans de différé de remboursement. Donc, ça peut être quelque chose qui vous permette de tenir et de redresser la situation. En termes de dépenses éligibles, c'est assez large. Ça va du besoin de trésorerie jusqu'à de l'investissement et aussi du financement de BFR. Donc là,
pour assurer le quotidien et le fonctionnement de l'exploitation. Qu'est-ce que vous avez fait la demande, vous m'avez dit, Monsieur Brachy? Alors oui, j'ai fait la demande pour la première. Alors la première demande a été refusée parce que j'avais un problème de comptable, parce que j'ai changé de comptable à la fin de mon deuxième exercice. Et donc il y avait un bisbis de communication et d'information. Donc là, mon nouveau comptable a repris les éléments et j'ai refait une demande avec ses coordonnées. Parce que pour le coup, les pièces qui étaient, puisqu'il y a un accord entre l'ordre des experts comptables et la BPI pour transmettre les documents. Et l'ancien expert comptable, naturellement, ont bloqué la transmission des documents concernés. Donc, voilà. Donc, de ce fait-là, ça a été refusé parce qu'il n'y a pas eu de confirmation factuelle de l'expert comptable. Et là, je suis en train, j'ai pas encore validé, parce que je suis en train de faire valider les éléments que j'ai déclarés par mon nouvel expert comptable pour avoir plus de chances que ça soit accepté. Ok. Parce que c'est un peu plus contraignant. C'est un peu plus contraignant Ouais, en ouais, fait, des demandes faites directement à la banque. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a toujours c'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, donc ils veulent s'assurer qu'en fait la difficulté, elle naît réellement de la crise Covid et que c'est pas une difficulté antérieure et que vous utiliseriez à mauvais escient les Oui, dispositifs pour redresser une société qui était déjà mal avant qui était le déjà Covid. mal avant. Donc, c'est pour ça que la validation de l'expert comptable est demandée. Voilà. Parce que l'enveloppe n'est pas non plus extensible à l'infini. Hein. Ils ont prévu 150 millions d'euros en Île-de-France avec la densité des entreprises. Voilà, l'Île-de-France a été en plus en zone orange encore un peu plus longtemps que le reste de la France. Donc, c'est sûr que c'est certainement elle va vite être consommée. Alors, on fait une demande en ligne bon, alors, quand on n'a pas un nom, normalement, c'est assez rapide. En tout cas, c'est ce que dit le site de la région Île-de-France. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir votre retour, monsieur Brachy. Mais vous pourrez peut-être bientôt nous dire si effectivement l'argent est débloqué rapidement. J'espère. En tout cas, le refus a mis un peu plus de temps que 48 heures, mais bon, parce que je pense qu'ils attendaient des documents qu'ils n'ont pas reçus. En tout cas, j'espère. Sachant que ce qui est dommage dans le cadre du refus, c'est qu'en gros, ce n'est pas forcément réellement motivé. Là, ils mettent, je pense, une formulation qui est bateau, mais qui ne correspondait pas à ma situation, parce qu'ils mettaient en cause des informations transmises dans les documents comptables, alors que je sais que l'ancien expert comptable n'a pas transmis les éléments. Donc, ils ne pouvaient pas vérifier. Donc, ils ont formulé comme ça le refus. Et après, quand on cherche, parce que c'est ce qu'essaie de savoir le nouvel expert comptable, quand on cherche à savoir exactement pourquoi elle est contactée, par contre, là, pour contacter la hotline qu'ils ont mis en place, c'est impossible. Il n'y a jamais de réponse. Ça a balbutié un petit peu. Hein, oui. Dire que au début, bon, c'est pareil pour le chômage partiel. Au début, le site buguait. Bon, voilà, ils ont réagi très vite. Et avec le très vite, il y a éventuellement tous les derniers. C'est ça. Après, ils essuient un peu les plâtres de l'organisation, de la communication, puisque je pense qu'ils ont été, comme l'activité partielle, lourdement et rapidement sollicités. Et après, ça se bouscule un peu au portillon pour tout gérer correctement. Ouais. Donc, au-delà du pré-rebond, il y a le PEM-UP Covid-19, hein, c'est un autre fonds. Donc, les critères, voilà, il faut avoir moins de 5000 salariés. Je crois que vous êtes tous ici dans ce cas-là. Vous ne faites pas plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et puis vous n'étiez pas en difficulté le 31 décembre. Donc, c'est potentiellement une aide auquel vous pourriez prétendre. Après, ce n'est pas sûr que vous l'obtiendriez, mais vous pourriez y prétendre. Donc, c'est une subvention d'un montant maximum de 800 000 euros. Donc, ça prend en gros 50% des dépenses éligibles à partir du 12 mars. Voilà, si vous avez un gros projet d'investissement, potentiellement, ça peut aller à 100%. Donc là, on est dans une logique plutôt de développement et d'investissement. C'est de l'achat d'équipements ou de machines, potentiellement du conseil pour le projet de développement, de la structuration, du développement RH. Voilà. Mais si vous êtes dans ce cas-là, c'est un dispositif de la région Île-de-France.
pareil, des démarches en ligne. Là, vous avez les formalités. Bon, on ne va pas s'étendre trop là-dessus. Et alors, il y a ce nouveau fonds résilience qui arrive. Encore la région Île-de-France est sinon très active, la Banque des Territoires et aussi d'autres collectivités qui s'associent à ce projet. Ça concerne un peu tout le monde, les TPE, les assos, voilà. Et donc là, on est dans une logique d'avance remboursable. Donc dans le plan de trésorerie du futur, comme pour le prêt rebond, même si vous avez 2 ans potentiellement de différé de remboursement du prêt rebond, l'avance remboursable, à un moment, il faudra la rembourser. Donc il faudra l'inclure dans le plan de trésorerie et essayer de prévoir le moment où l'activité permettra de générer suffisamment d'autofinancement pour commencer à rembourser l'avance. Donc c'est de 3 000 à 100 000, le taux c'est 0, la durée c'est maximum 6 ans, et là pareil que pour le prêt rebond, on s'est calé sur ce rythme-là, vous pouvez différer de 2 ans. Donc là aussi ça peut être une bouffée d'oxygène, d'autant que ça se cumule, c'est pas parce qu'on a eu le prêt rebond qu'on ne peut pas demander le prêt résilience et réciproquement. Et dans le 95, c'est Initiative 95, avec lesquels nous sommes partenaires, qui gère le dispositif. Vous avez la demande en ligne et le processus. Donc c'est vraiment tout nouveau. Et donc pour le 95, on vous invite, en tout cas pour la plateforme, à communiquer très, très largement à toutes vos structures, puisque… On va le faire. On n'était pas du tout au courant de ce fonds-là. Ouais, c'est tout nouveau, ça a une semaine. L'initiative l'a lancé il y a à peu près. On a reçu, comme on est partenaire, puisque Cédric Lavédrine, le patron du cabinet, fait partie du comité de financement des projets, initiatives, etc. Du coup, on a l'info assez vite de leur part, mais M. Bréchy était au courant. Donc, c'est que ça commence à se diffuser, etc. Mais du coup, c'est vraiment intéressant dans la mesure où on est sur une solution locale, territoriale. Vous avez des agences un peu partout dans le 95, notamment à Cergy, pour recevoir les structures et les accompagner. Alors ça c'est plus pour des mesures qui peuvent vous soulager. Donc il y avait eu effectivement ce décalage des charges, les impôts directs. On reviendra après sur ce que c'est que les impôts directs, les charges sociales et patronales, et aussi des charges courantes avec quand même pour les charges courantes une base volontaire. C'est notamment pour tout ce qui est loyer, baux commerciaux, c'était à la bonne volonté du bailleur. Donc les impôts directs, pour ceux qui sont fiscalisés, c'est l'impôt sur les sociétés, la CFE ou la taxe foncière, et pour les associations non fiscalisées, la taxe sur les salaires. Dans le SAP, de toute manière, aujourd'hui, toutes les associations ont les deux, ont une partie en général fiscalisée et l'autre pas. Et vous, Madame Moirot, vous êtes dans quel cas? Vous êtes une asso, non? Non, on est une société, une SARL. Vous êtes une SARL, donc alors vous êtes dans le cas. Donc j'ai que 2 entreprises, du coup, je ne parle pas aux assos aujourd'hui. Et voilà, donc vous, voilà, donc ça c'est des délais. On a pu reporter. Mais ça, c'est du décalage de charges. Donc, ce qui est vraiment super important, c'est mais ça, je pense que vous avez conscience au siège, ils en ont conscience aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir le payer. Il n'y a pas d'annulation prévue, en tout cas pour l'instant, même si c'est demandé plus ou moins par certains secteurs, par les secteurs les plus touchés. Quand même un peu fort de café, qu'il n'y ait pas d'exonération, parce qu'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires qui a été généré. Il parle d'exonération pour les secteurs touchés, tels que l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et compagnie, et l'événementiel. J'ai lu ce matin qu'il parle de remise de cotisation. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure et dans quel procédé utiliser, quel dispositif, pour les entreprises et les activités qui seraient lourdement pénalisées, qui auraient dû éventuellement fermer, mais pas que ça soit une fermeture volontaire.
Et après, il parle en effet de report pendant 36 mois, donc de Ouais, lissage par 36 mois des cotisations pour les je autres. crois je crois qu'ils ils évoluent, hein, puisqu'on a bien vu au début, voilà, c'était décalage des charges et des impôts, mais absolument pas d'exonération. Après, c'est allé vers, ça s'est assoupli pour les secteurs vraiment durement impactés, qui faisaient l'objet de, entre guillemets, de formation, de fermeture administrative, comme vous venez de les citer, l'hôtellerie, la restauration, enfin le tourisme de façon plus générale, parce que il y a eu aussi les syndicats, les organisations représentatives, les fédés qui sont montés au créneau et qui ont défendu le bout de gras. Et au fur et à mesure, effectivement, il y a une réévaluation de la situation et on se rend compte que finalement la durée sans activité est plus longue que prévu, que les difficultés sont plus grandes que prévu et la volonté qui se base aussi sur l'expérience négative de la crise de 2017, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il y ait le moins d'entreprises qui mettent la clé sous la porte. Donc on réévalue un peu ces dispositifs. Ce n'est pas exclu qu'au final, je ne pense pas que ça sera général, mais qu'au cas par cas, secteur par secteur, en fonction des situations de chacun, il puisse y avoir ici et là des exonérations, mais on va attendre les décrets, les ordonnances, enfin, on va attendre les textes pour sauter de joie ou pour s'en réjouir ou s'en féliciter. Mais en tout cas, c'est effectivement, il y a cette volonté en tout cas de réévaluer cette notion de décalage de charge, même au-delà des premiers secteurs concernés. Donc on peut croiser les doigts et se dire que ça paraît, comme vous, Madame Duvon, je suis d'accord avec vous, ça paraît cohérent. Donc à un moment, voilà, quoi, je veux dire que si ça freine, si ce décalage, ou alors il faut vraiment le reporter à une durée qui ne freine pas leur démarrage. Parce que redémarrer au ralenti, on ne générera jamais les excédents qui permettront de financer ça et de continuer à maintenir l'emploi, voire de développer l'emploi. Donc c'est un peu le serpent qui se mordrait la queue. D'autant plus, si je peux me permettre, c'est vrai que je parle un peu pour ma paroisse, mais il y a certaines activités qui n'ont pas eu de mesures administratives directes qui l'ont empêché de travailler, mais par répercussion en dégâts collatéraux, il y a quand même quelques activités où c'était quasiment des mesures de fermeture ou d'inactivité. Dans le cas de la garde d'enfants, à travers la fermeture des écoles, le maintien au domicile des parents, ça n'a pas été impacté directement sur une décision, mais les décisions qui ont été prises ont fait que l'activité s'est réduite à un strict minimum, au même titre que le BTP, par exemple, ou d'autres activités qui, elles, sont un peu plus, on va dire, aidées. C'est vrai que, en tout cas, moi, je trouve, m'adresse plus à l'UNICEF, je trouve qu'au niveau du service à la personne, entre autres la FEDESAP ou la FESP, on n'a pas été beaucoup aidé, je trouve, et en tout cas poussé par nos fédérations pour justement qu'il y ait peut-être une prise en compte des pouvoirs publics de la situation de la garde d'enfants comme d'autres activités. Donc j'espère qu'à travers ça, la garde d'enfants, à un moment donné, va être peut-être d'autres, même je pense même peut-être le ménage, dans le service à la personne, qui était impacté aussi du même cas, tout ce qui est un peu service à la personne de confort, qui était impacté par les décisions qui ont été prises par le gouvernement, où au moins il y aura une reconnaissance à travers des allègements. Du coup, vous avez des infos, la plateforme? Ce que c'est que tout ce qui est garde d'enfants, service de confort, ça a été moins entendu que la dépendance, c'est ça? Moi, je trouve, moi, après, c'est ce que j'ai remonté moi, au niveau de mon réseau. J'ai assisté à pas mal de. Bon, après, c'est en aparté. Je suis désolé, je ouvre une parenthèse. C'est enregistré, hein? Non, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de la plateforme sur le sujet, parce qu'éventuellement. Non, parce que j'ai assisté, moi, je sais que la FEDESAP parlait, à juste titre, parlait plus du côté, on va dire, le verre à moitié plein, ce qui est normal sur la partie activité, entre autres de la dépendance, ou sur comment continuer le travail, tout ce qui est mis en place, les contraintes légales et ainsi de suite. Et concernant des activités qui étaient plus sinistrées sur la garde d'enfants, j'ai pas, moi, en tout cas, si, il y a eu des demandes qui ont été faites, mais voilà, je suis navré qu'on n'ait pas été un peu plus pris ou écouté par les pouvoirs publics
sur la situation et que les choses ne soient pas prises en compte au même titre que des secteurs jugés complètement touchés par des décisions administratives. On n'a pas été fermé, mais les décisions administratives nous ont quand même plus que lourdement impactés. Oui, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, en gros, je pense qu'il y a une approche globale service à la personne, mais je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures selon les différentes activités du service à la personne. De toute façon, c'est vrai que, de toute façon, même nous, on l'a vu au niveau de la plateforme, hein, c'est vrai que le conseil départemental a été très présent pendant cette période-là. Ils ont fait des visioconférences toutes les semaines pour tenir au courant les structures, etc. Et c'est vrai qu'on a senti que tout ce qui est activité de confort n'était pas forcément mis voilà. À la limite, je dirais par rapport au conseil départemental, c'est un peu leur mission, parce que tout ce qui est la dépendance et le handicap, c'est un travail conjoint avec le conseil départemental. Nous, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le cadre du conseil départemental sur notre activité. Et je comprends que le conseil départemental ne prenne pas en compte la garde d'enfants, par exemple, ou le ménage. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas que le conseil départemental. Je pense que, oui, en fait, c'est ce que je voulais dire. Au niveau du gouvernement, de collectivité ou du ministère de tutelle, il n'y a pas la garde d'enfants, parce que je parle de ce que je connais, était, je trouve, un peu le parent pauvre, je trouve un peu le laissé pour compte, sans faire mon Calimero, un peu le laissé pour compte de la situation. Et au niveau des autres, au niveau du réseau de franchise, vos collègues, c'est à peu près le même. Oui, la situation. Alors, c'est sûr que on va dire, c'est un peu mitigé en province, sur des zones qui étaient moins impactées, les choses étaient moins compliquées, surtout après le déconfinement. En revanche, sur l'Île-de-France, le Nord et l'Est, et encore plus l'Île-de-France, on va dire, sur notre situation, même depuis le confinement, tant qu'on est resté rouge, on est dans la même situation. Et après, il y a une situation qui est, je pense, qui va mettre du temps à retrouver un peu la normalité. On était, après le déconfinement, d'après les chiffres, un peu sur la partie province, on va dire un retour à 40-50%, alors que l'Île-de-France était à 10-20%. Donc, mais bon, malgré tout, il y avait quand même un impact, en tout cas lors du confinement, quelle que soit la zone, qui était lourd. Et nous, on était tous, on va dire peut-être à 95% prêts à reprendre le travail, à être organisés et à faire ce qu'il faut, même pendant le confinement ou lors du déconfinement. Mais il se trouve que la situation, et je comprends les parents et la situation des enfants, quand on voit en Île-de-France qu'il y a à peine 10% des enfants qui ont repris l'école, on se dit oui, ok, on comprend mieux, quoi. Et que les parents restent en télétravail, principalement dans les grandes métropoles et en Île-de-France, ils n'ont pas forcément besoin de nos services, c'est normal. Après, les écoles aussi ne sont pas toutes organisées elles n'étaient pas toutes organisées pour récupérer les enfants. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ne proposaient pas la cantine ou le périscolaire, etc. Donc, les parents se sont dit, dans ce cas-là, autant garder mon enfant à la maison. C'est ça. Oui, moi j'ai des parents qui volontairement ont dit, moi je ne mets pas les enfants à l'école, je suis en chômage partiel ou je suis même en télétravail. Télétravail, alors je demande un petit peu un soutien et vous allez intervenir, mais nettement moins qu'avant. Ou je suis en chômage partiel, non, je n'ai pas besoin de vos services, je suis à la maison sans travailler. Donc, ou en arrêt pour garder mes enfants, donc je n'ai pas en plus demander vos services. Oui, parfait. Du coup, au-delà il y a des différentes natures sur les charges. Voilà. Sur la prévoyance, nous, le conseil qu'on faisait, c'était de ne pas décaler le paiement de la prévoyance, parce que souvent, c'est comme parfois l'expert comptable qui ne veut pas faire le plan de trésorerie tant que la facture n'est pas payée, ça peut arriver. Et en général, la garantie, elle est subordonnée au paiement. Donc, il faut, avant de décaler la prévoyance, on conseille de se rapprocher de l'organisme et de voir avec lui ce qu'il en est. Pour les charges courantes, il y avait l'eau, gaz, électricité, hein, donc l'énergie. Vous pouvez faire des demandes, mais ça, c'est sur des bases volontaires, donc il n'y a pas d'obligation.
En tout cas dans les centres commerciaux. Je ne sais pas, vous, au niveau des locaux, comment ça se passe, comment ça s'est passé votre loyer, Monsieur Brachy? Moi, mon bailleur, pour l'instant, il a bloqué, il n'a pas relancé les. Parfait. Comme je suis dans on va dire un hôtel d'entreprise, c'est tout compris, quoi. Donc l'eau, le gaz, l'électricité, c'est dans un package loyer. Donc j'ai pas eu plusieurs démarches à faire. Voilà, donc parce que d'un côté, il y a l'ordonnance qui le prévoit, et de l'autre côté, il y a eu des réticences, en tout cas pas tellement au niveau des fournisseurs de gaz et d'électricité, mais plus de certains bailleurs, notamment dans les centres commerciaux. Donc là, il y a des situations, il y a une ordonnance, et puis il y a des situations terrain qui diffèrent un petit peu, parfois. C'est variable. Donc, en général, quand ça ne va pas, il y a le médiateur d'entreprise qui est là pour vous aider. Et c'est un dispositif qui existait avant le Covid et qui existera après le Covid. Il est là pour régler les litiges clients-fournisseurs. Et il intervient aussi souvent avec les banques, puisque la banque qui n'est pas une banque publique est un fournisseur comme un autre. Pour la réduction des charges, la mesure majeure et qui a été quand même un grand soulagement, ça a été l'activité partielle, le chômage partiel. Donc, il y a eu une première possibilité pour les chefs d'entreprise, je pense, qui avaient des enfants, de se mettre entre guillemets en maladie. Mais il fallait avoir un enfant qui rentrait dans une tranche d'âge spécifique, mais on pouvait bénéficier de l'UJSS dans un premier temps. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de chefs d'entreprise, et puis ensuite pour eux, et puis après pour les salariés, ceux qui ont pu maintenir l'activité ont maintenu l'activité, et puis pour les autres, chômage partiel. Alors ça a bugué un petit peu au départ, pas revenir forcément sur la mesure. Donc, vous l'avez mise les deux structures, vous l'avez mise en œuvre. Madame Moirot, oui. Chez vous aussi? Oui. On l'a mis en œuvre avec nos intervenantes à domicile qui pouvaient pas être au travail, et même nous, de par nos annulations, vous avez on ne pouvait pas leur garantir. Vous avez une idée de la part d'aide à domicile que vous avez mis en chômage partiel? Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'effectif? Je dirais la moitié. La moitié, 50%. Oui. Et vous, Monsieur Brochet, c'est la totalité quasiment? Moi, j'ai mis quasiment 90% d'effectifs, puisque j'avais, moi, en plein cœur du confinement, j'avais à peine 10 salariés qui travaillaient. À peine. Donc, après ça, 80-90% d'effectifs. Et encore, sur les salariés, il y en a qui étaient en activité et en complément d'activité partielle, puisqu'ils n'avaient pas toutes les familles pour lesquelles elle intervenait. Du coup, comment vous jugez cette mesure? Moi là-dessus, j'ai vraiment rien à redire. Alors, moi, j'ai eu la chance, parce que j'étais en contact, étant donné que je suis dans le Val d'Oise, proche de l'Oise, et en contact avec ma collègue de l'Oise. Quand j'ai beaucoup échangé avec elle, parce ils ont été nettement plutôt impactés que nous. Donc, elle m'avait alerté sur le temps éventuellement que ça pouvait mettre pour créer son compte pour activité partielle. Et c'est vrai que moi, quand j'ai senti que le confinement arrivait, j'ai tout de suite fait le nécessaire. Donc, dès le début mon compte était créé une semaine, 10 jours après le confinement. Donc, j'ai tout de suite enregistré les choses, et après, derrière, j'ai trouvé que c'était très, très efficace. Plutôt facile et fluide et efficace, et le remboursement rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et vous n'aviez pas de CSE? Pardon? Vous n'aviez pas de CSE, vous, au sein de l'entreprise? Non. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai pas de CSE, donc c'était assez rapide à mettre en place. C'était une décision un peu unilatérale, et puis voilà, il y a des démarches administratives. Je sais que mes collègues, certaines agences qui ont été un peu plus longues à la détente, eux, par contre, ont eu des soucis, ont attendu quasiment courant avril, vers mi-avril, voire fin avril, pour déposer les demandes.
Ouais, nous, on a été très sollicités sur ce volet, en tout cas pour notre activité traditionnelle d'expertise comptable, parce qu'on gère la paye, et notamment pour un certain nombre de clients. Et le service social a été saturé. On a dû faire beaucoup d'heures supplémentaires pour pouvoir accompagner, parce que pour certaines structures, c'était pas forcément simple. Et il y avait notamment des méthodologies de calcul particulières. Enfin, voilà. Mais globalement, hormis effectivement les premiers jours où ça buguait un petit peu, après, le dispositif a quand même bien fonctionné. C'était vraiment le gros ballon d'oxygène pour les salariés. Alors, l'indemnité, vous les connaissez certainement. C'est 70% du brut et 80% du net, 100% pour ceux qui sont au SMIC ou moins. Pour l'employeur, il y a une dégressivité dans la prise en charge, mais je ne sais pas si vous avez suivi les infos d'hier, puisque le ministre du Travail s'est prononcé. Il y avait des bruits qui couraient, comme quoi la prise en charge, le remboursement de l'employeur allait diminuer encore. Mais en tout cas, elle a annoncé hier qu'il n'y aurait pas de changement. En tout cas, jusqu'au mois de juillet, au 1er juillet, il n'y aurait pas de changement et que la prise en charge, que le remboursement de l'employeur serait équivalent. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont changé depuis le 1er mai. C'est 85% de l'indemnité versée dans la limite de 4, 5, 6. Ça a été annoncé hier. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne bougera pas pour les entreprises. Pour le salarié, de manière, ça change rien. C'est un dispositif qui existe avant le Covid et qui fonctionnait avant le Covid et qui fonctionnera après, puisqu'il y a un certain nombre de cas ont été prévus par le législateur pour l'activer. Ce qui varie sont effectivement les taux de prise en charge. On peut imaginer peut-être qu'à la rentrée, en septembre, il y aura des modifications, en tout cas pour la prise en charge employeur. Alors, dans les autres mesures, eh bien, il y a l'accès à des solutions de financement. On en a vu quelques-unes que j'ai présentées tout de suite parce que vous êtes directement impacté en Île-de-France et qu'il y avait des mesures particulières, mais de façon générique, il y a normalement, quand je dis normalement, c'est parce que la situation sur le terrain a parfois pas été aussi rose que les annonces le laissaient espérer, notamment les réactions de certaines banques qui ont freiné des deux pieds et qui n'ont pas ouvert aussi facilement que c'était escompté la vanne du crédit. Mais ce qui avait été demandé à tout le monde, évidemment, c'est le décalage des emprunts, les suppressions des pénalités, des coûts additionnels. Les marchés publics ont fait pareil, tous les retards et les pénalités pour les marchés publics ont été supprimés. Il y a un certain nombre de mesures. Celle que vous connaissez le plus, c'est que vous êtes en train d'activer, en tout cas c'est ce que vous disiez, M. Brochy, c'est les prêts garantis par l'État. Et c'est en tout cas là-dessus, sur cette mesure-là, qu'on axera la deuxième séance avec la construction ensemble d'un plan de trésorerie pour rentrer dans les critères du PGE, ce qui permet à la fois potentiellement de faire la demande si on ne l'a pas faite. Pour ceux qui ne l'ont pas faite, on a jusqu'au 31/12/2020 pour la faire. Donc, il y a des entreprises qui ont peut-être été réticentes en pensant que la situation allait s'arranger rapidement, mais finalement se rendent compte que ça va être quand même beaucoup plus long que prévu et prennent la décision parce qu'elles n'ont aussi pas d'autre choix de faire cette demande.
Donc, pour ça, il faut un partenaire bancaire. Le montant des prêts ne peut pas dépasser 25% du CA ou 2 ans de masse salariale. Alors, la question a été posée pour les associations et pour les associations, ça fonctionne aussi, mais c'est la notion de 25% du CA qui s'apprécie différemment parce qu'un certain nombre d'associations ont des activités économiques. En tout cas, pour les associations SAP, ça ne pose pas de problème parce qu'elles ont une activité économique avec, entre guillemets, du chiffre d'affaires. Et donc, c'est cette partie-là qui est prise en compte pour estimer le montant global du chiffre d'affaires. Mais pour les associations qui ont des activités mixtes, quand on prend en compte l'activité économique et on rajoute tout ce qui est dons. Et ça fait un montant donc le chiffre d'affaires est gonflé, entre guillemets, des dons pour avoir une masse un peu plus importante. Pour celles qui ne sont pas que sur de la subvention, du financement public. Alors, en théorie, une fois que la situation est examinée, la banque donne un préaccord pour un prêt. On se connecte sur la plateforme. Attestation PGE, je vous ai mis l'adresse, et puis voilà, on a une confirmation de numéro et la banque accorde le prêt. Mais pour ça, il faut présenter des documents, un plan de trésorerie notamment. Il faut présenter le chiffre d'affaires du passé, montrer quel est le volume de réduction à venir, notamment de l'activité. Bon, enfin, on verra en détail, je ne vais pas dévoiler la deuxième séance. On se fera le plan de trésorerie là-dessus. Vous avez utilisé, M. Bréchet, un outil spécifique pour faire votre demande de PGE? Non. En fait, moi, j'ai motivé j'avais m'étais fait déjà un plan de trésorerie pour motiver ma demande, mais à l'origine, il ne me demandait rien. D'accord. Parce que hormis les documents fiscaux, hormis le bilan avec le chiffre d'affaires et pour faire le calcul, en effet, de l'enveloppe demandée. Mais après, ils ne m'ont rien demandé de spécifique. Après, il y a diverses mesures. Il y a des crédits à court terme. Enfin, il y a vraiment, il y a eu à un moment, il y a eu le prêt à tout aussi, mais finalement, l'enveloppe a été consommée assez rapidement. C'est des crédits à court terme. C'est ce que vous utilisez habituellement. Après, selon le secteur d'activité, il y a encore des mesures spécifiques. La culture a des mesures spécifiques. Donc, notamment les artistes et les auteurs. Donc, vous pouvez après encore trouver des mesures qui concernent uniquement votre secteur d'activité. Je n'ai pas connaissance de mesures spécifiques SAP, mais peut-être que la plateforme a des infos sur le sujet. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, vous vous inscrivez dans les dispositifs globaux. Non. Voilà. Après, si vous allez sur le site de la BPI, vous trouvez un certain nombre de garanties. Enfin, c'est des garanties, mais ça passe, quand on parle de garantie, ça veut dire que ça passe par un partenaire bancaire. Le partenaire bancaire qui vous a déjà accordé un PGE, il ne va pas forcément cumuler d'autres garanties sur des lignes de crédit, et puis votre activité le justifie peut-être pas. Donc là, il faut aller regarder. Si vraiment le fonds de solidarité, le chômage partiel, le PGE, le fonds résilience ne suffisent pas, c'est à peu près certain que vous n'aurez pas ces garanties complémentaires, parce qu'on jugera que vous ne répondez pas aux critères, que vos capacités de financement ou de remboursement ne vous permettront pas de mettre en place des lignes de crédit supplémentaires, parce que là, pour toutes les principales mesures, on parle quand même de prêt, donc c'est qu'à un moment, l'organisme prêteur, il pense pouvoir être remboursé, il souhaiterait être remboursé, même si c'est dans 2 ans, et il va vouloir avoir
des garanties peut-être pas, mais un minimum d'assurance du fait que l'activité va repartir, que le chiffre d'affaires va au moins revenir au niveau d'avant et va permettre de générer de l'excédent pour pouvoir assumer en plus les remboursements du crédit. Alors, il n'y a pas d'association aujourd'hui, mais on a et vous n'avez pas d'agrément ESUS, Monsieur Bréchy ou Madame Waro? Non, non, non. Ah non. Ok, donc vous n'êtes pas structure de l'économie sociale et solidaire, mais si vous l'étiez, il y a les associations, elles ont vraiment été très impactées. Plus de 70% ont dû suspendre leurs activités, comme un certain nombre d'entreprises de certains secteurs. Il y a une enquête qui a été faite par le mouvement associatif et voilà. Elles envisagent l'avenir c'est plutôt le ciel est plutôt de gris clair à gris foncé selon la structure et selon le secteur d'activité. Donc il y a des dispositifs de secours spécifiques qui a été mis en place, une aide directe de 5 kg par structure. Donc là, j'évoque quand même ça pour la plateforme, parce que comme vous avez aussi des associations dans les adhérents, a priori, potentiellement, elles sont assimilées à l'ESS. C'est des dispositifs qui peuvent les intéresser. Et il y a des accompagnements via les DLA qui permettent, au-delà de l'aide directe financière, d'avoir des experts qui vous aident peut-être à réorganiser votre structure, à se pencher sur des problématiques de développement pour essayer de consolider l'association et de lui faire passer cette période difficile dans les meilleures conditions possibles. Alors, il faut être structure employeuse, donc ce qui est le cas des structures SAP. On a rarement une association avec 100 salariés dans votre secteur, voire même c'est pas possible, parce que l'aide à domicile, c'est autre chose. Voilà. Et il y a France Active qui est l'opérateur, enfin qui analyse la demande et la pertinence de la demande et qui va permettre à la fois le déblocage de l'aide et la mise en place de l'accompagnement. Et du coup, excusez-moi, Monsieur Martineau, par rapport au label ESUS, est-ce que vous avez quelques petites explications pour les structures qui seraient intéressées de l'obtenir ou pas? Oui, on a quelques explications. En fait, il y a depuis la loi SS du 31 juin de 2014, cette notion d'agrément ESUS, elle a été élargie aux entreprises. Donc, on peut aujourd'hui être une structure commerciale et modulo un certain nombre de règles. On peut tout à fait demander l'agrément ESUS. Et lorsqu'on a l'agrément ESUS, à ce moment-là, on peut… Alors, je vais basculer de support si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails sur l'agrément ESUS? Après, je ne sais pas si M. Bréchery ou Mme Ouarou pourraient être intéressés par ce label-là. Peut-être que ça peut vous… Mais ça ouvre l'accès à des financements particuliers. Donc ça peut être intéressant. C'est pas des financements entre guillemets de réponse à la crise ou des financements ça répond pas à l'urgence et à une situation tendue forcément, mais ça peut être des outils complémentaires et pourquoi pas dans une situation difficile se développer. C'est triste à dire, mais bon, pour les gens qui auront les moyens, il y aura certainement du développement, de la reprise de structures en difficulté. Et donc, quelque part, c'est quand même quelque chose de positif, puisqu'on pourra, en reprenant ces structures en difficulté, maintenir l'emploi. Donc, autant il y a des stratégies de développement, avoir le droit à avoir accès à des fonds réservés, fléchés pour les entreprises qui ont l'agrément ESUS, effectivement, ça peut être intéressant, mais là, je pourrais vous envoyer des éléments d'information par mail. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. En gros, il faut
il faut modifier ses statuts quand on a une SARL, puisqu'il y a des mentions spécifiques qui doivent figurer dans les statuts. Il y a des règles de partage des dividendes, entre guillemets, des règles de rémunération. Le gérant, il doit pas gagner plus de 10 fois le salaire le plus bas. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de critères pour montrer qu'on est certes une entreprise de structure commerciale, mais que derrière la mission sociale et l'implication et l'impact social est très important et qu'on fait cohabiter les deux, en tout cas dans le projet de l'entreprise. Merci beaucoup. Voilà, France Active, hein, toujours pour les structures de l'ESS, il y a des prêts aussi, France Active. Hein. Donc ça, oui, ça c'est parce que c'est moi qui n'ai pas mis à jour. En fait, bon, ces solutions de prêt, globalement, c'est résilience, quoi. C'est ce qui arrive. Parce que comme on a commencé à faire ces animations en avril et en mai, c'était en discussion, mais c'était pas prêt. Mais c'est typiquement le dispositif résilience. Mais après, au sein de France Active, si vous allez sur leur site, vous verrez qu'il y a un certain nombre de dispositifs complémentaires qui existaient avant, qui potentiellement peuvent aussi être intéressants. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des points que vous voudriez évoquer sur tout ce qu'on vient de survoler, qui concerne certes aussi le passé, mais pour beaucoup d'entre vous, quand même aujourd'hui le présent, puisque c'est des mesures que vous avez déployées, qui sont en cours au sein de vos structures, que ce soit le chômage partiel, ou le fonds de solidarité, voire les demandes pour les prêts garantis par l'État. Madame Waro, est-ce que vous avez fait des demandes de prêts? Vous savez ça? Écoutez, moi, c'est vraiment principalement le siège qui s'occupe de ça. Mais je pense que oui, ils ont fait le nécessaire au niveau des prêts. Je vais transmettre l'information concernant le prêt avec Initiative, là, je pense, le fonds de résilience, pardon. Donc, je vais quand même transmettre l'information. Votre siège est dans le 95, pardon? Excusez-moi. Non, le siège, il est à Paris. Le siège est à Paris et nous, notre antenne, elle est dans le 95. D'accord. Non, mais a priori, ça concerne aussi l'établissement. Enfin, du moment où vous avez un établissement dans le 95, normalement, vous devriez pouvoir être éligible. Oui, c'est possible qu'ils n'aient pas l'info parce que vraiment, nous, on l'a eu la semaine dernière et c'est quand même assez récent. Et comme ça se cumule avec les autres dispositifs de la région, il y a quand même, ça peut être quand même intéressant parce que la reprise va certainement être beaucoup plus lente que prévu. On peut cumuler le prêt rebond et le prêt résilience, oui. Oui. Pourtant, c'est le même. Je pense que ça vient du même fonds, la même enveloppe. Oui, il n'y a pas de, mais c'est prévu. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que non, c'est pas tout à fait, c'est pas la même enveloppe, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils se rendent compte que les enveloppes prévues n'étaient pas nécessairement suffisantes et que les besoins sont plus importants. Ils s'ajustent aussi un petit peu. Hein. C'est-à-dire que, alors après, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, et puis ça va pas concerner les mêmes montants, mais pour diverses raisons, après les critères d'évaluation peuvent être un petit peu différents. Donc la façon dont on va percevoir le dossier pour le prêt rebond et le prêt résilience. Donc on peut potentiellement avoir les deux, mais si on n'a pas l'un, on a l'autre en secours. Et parfois, on peut avoir besoin des deux montants. C'est-à-dire que sur un montant, on va prendre un cas pratique. Vous commencez par faire un rebond parce que vous faites un prévisionnel de trésor. Et puis votre prévisionnel de trésor, pardon, ce dont vous êtes à peu près sûr, c'est les dépenses. Ça, vous avez peu de chances de vous tromper. Vous avez défini le
nombre de salariés qui vont reprendre le travail, etc. Mais c'est sur l'activité où vous n'avez pas de certitude. Et donc, finalement, votre chiffre d'affaires, en tout cas pour tout ce qui n'est pas notamment plan d'aide, type APA, APH, où là, il y a un peu plus de visibilité, mais sur, entre guillemets, les prestations confort du SAP, la prévision de chiffre d'affaires, elle est très instable et peut-être qu'au bout de 2 mois, vous êtes à 40 ou 50% de la prévision que vous aviez faite. Donc à ce moment-là, il faut remettre il faut revoir son plan de trésorerie, il faut réajuster les choses et puis vous allez avoir besoin d'un financement complémentaire. Donc une fois que vous avez demandé le prêt rebond, vous ne pouvez pas en redemander un deuxième. Donc le fait qu'il y ait un deuxième dispositif, ça permet de réajuster et d'avoir une solution complémentaire quand on se rend compte que ce qu'on a prévu, finalement, ça va pas tenir et ça ne va pas permettre de traverser la rivière parce qu'elle est plus profonde que ce qu'on avait imaginé. Donc, à mon sens, c'est pour ça qu'on peut cumuler les deux. Après, effectivement, si vous demandez les deux en même temps, je ne sais pas vous répondre, hein, si on ne va pas vous dire, voilà, mais qu'il y ait une simultanéité, enfin, qu'on puisse de façon consécutive les demander, ça me paraît même une très bonne chose, hein, parce que il y a peu de chances que le chiffre d'affaires se rétablisse aussi vite qu'on le prévoit. C'est toujours la difficulté des prévisionnels de trésorerie. C'est la dimension chiffre d'affaires, parce que sur les dépenses, on se trompe à 10% près, on se trompe rarement. Et d'autant plus que par rapport au prêt rebond, on émet un souhait de montant. On n'est pas certain que 100% de la demande soit validée et qu'on se retrouve avec éventuellement 30, 40, 50, 60% de ce dont on a besoin et qui peut être peut-être complété à ce moment-là avec résilience. Oui, tout à fait. Puis vous avez cette dimension locale de proximité avec une initiative qui est l'opérateur, qui potentiellement vous connaît, avec qui vous pouvez interagir plus facilement et qui peut aussi se rassurer plus peut-être sur votre dossier qu'uniquement quelque chose qui arrive par la plateforme, même si l'expert comptable… Là, le fonds résilience, après, il est transmis parce qu'initialement, en fait, on se connecte à un portail BPI et après, la demande est transmise à Initiative. Oui, c'est ça. C'est eux qui opèrent derrière. Par contre, en revanche, à titre informatif, c'est beaucoup plus contraignant la demande résilience que le prêt rebond. On va dire qu'il faut motiver nettement plus. C'est pas qu'il faut motiver nettement plus, il faut complètement motiver et chiffrer les demandes sur le fonds résilience, alors que sur le prêt rebond, c'est surtout des documents comptables. Oui, c'est dû aussi, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu un ajustement de toutes les mesures, tout le dispositif. Il y a eu des choses le prêt rebond, ça a été proposé rapidement, c'était une réponse à l'urgence. Après, ils ont demandé d'affiner parce que à 90%, les demandes étaient fondées, mais il y a aussi des abus, des détournements, de la facilité, de l'usage abusif, etc. Donc, au fur et à mesure que la situation évolue, on resserre aussi un peu la façon de faire, on prend plus de garanties parce qu'on veut aider les gens qui en ont vraiment besoin, qui sont vraiment dans la situation. Parce que c'est sûr, quand on entend qu'il y a de l'argent disponible en trésor, ça peut aussi générer un effet d'aubaine. Donc, je gère très mal ma trésor, je ne fais pas plan de trésor, et puis tout à coup, j'entends parler de cette mesure, je me dis, bon, ça c'est super, je vais pouvoir aller jusqu'à Noël, etc. Donc, il y a aussi ce gage de sérieux qui est demandé aujourd'hui parce que l'urgence, entre guillemets, est dépassée, qu'on commence à avoir un petit peu de recul sur le fonctionnement de toutes ces mesures, de tous ces dispositifs, et qu'on a constaté, notamment pour le chômage partiel, qu'il y avait quand même quelques abus. Vous savez comment est déterminé sur le prêt rebond, justement, l'enveloppe accordée à l'entreprise? C'est par rapport au fonds propre ou comment il le détermine par rapport à la demande qui est mise?
Mais en général, c'est surtout la capacité de remboursement. D'accord. C'est le mode, enfin en tout cas le mode d'évaluation privilégié de tous des organismes bancaires, c'est votre capacité à rembourser à terme, puisque là, la volonté, c'est de ne pas vous mettre le couteau sous la gorge tout de suite. On vous laisse 2 ans pour vous rétablir, en gros, au max, si vous le demandez. Mais vous pouvez aussi vous dire, moi, je commence à rembourser plus tôt. Et donc, en fait, c'est ça qu'ils veulent voir, hein, c'est votre capacité d'autofinancement. Ça, on y reviendra un peu plus en détail dans la deuxième partie où on sera sur les bonnes pratiques en matière de plan de trésorerie. On va les balayer un petit peu là ce matin pour finir. Et s'ils pensent qu'ils vont récupérer leurs sous, alors ils vous prêteront bien volontiers. Ça n'a pas changé en fait. C'est des critères génériques d'évaluation des banques. Et c'est pour ça qu'ils veulent aussi un petit peu le passer. Parce que si vous essayez de leur vendre que vous allez tripler votre chiffre d'affaires dans les 6 mois et que derrière, ça va générer des excédents qui vont vous permettre de rembourser 200 000 euros de prêt, et ils vont avoir du mal à vous croire, puisque dans le passé, vous ne le faisiez pas. Il n'y a rien qui justifie que tout à coup, vous tripliez votre chiffre d'affaires. Donc, bon, voilà, on regarde le passé, parce que d'un point de vue purement théorique, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut si on veut. Mais après, derrière, est-ce que c'est crédible par rapport au passé, à l'historique de la structure, à la tendance, à la situation globale du marché? Comme vous le disiez tout à l'heure, pour la garde d'enfants en périscolaire, en complément, là, il y a les grandes vacances qui arrivent, donc de toute façon, c'est forcément retardé et décalé le démarrage. Et que peut-être aussi qu'il y a des habitudes différentes qui se sont mises en place pendant ce confinement, et qu'il va y avoir des évolutions à la rentrée. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Brachy? En fait, on va dire que le calme de juillet-août, c'est calendaire, hein. Ça, c'est chaque année. Ce n'est pas le Covid qui fait que le mois de juillet et le mois d'août reste calme en termes d'activité. Ça se passe chaque année. Après, la problématique, c'est en effet la perte de chiffre d'affaires qui se monte au moins, je pense, à moins 60, au moins 70% entre la mi-mars et début juin, grosso modo, qu'on ne rattrapera pas, en tout cas sur l'année fiscale qui s'arrête au 30 juin. Après, c'est la reprise de septembre qui est incertaine. Parce que là, nous, en tout cas sur Paris ou sur l'Île-de-France, on n'est guère sollicité par de nouvelles familles pour reprendre, pour enregistrer des demandes de garde d'enfants. Et les familles chez qui on intervient actuellement, pour l'instant, sur le principe, ils souhaitent éventuellement renouveler, mais ne savent pas dans quelles conditions. Incident domestique. Oui, non, mais ça, c'est clair. Mais peut-être que, bon, on a vu qu'il y a des mesures, en tout cas sectorielles, qui se prennent avec des chèques vacances. Peut-être que, je ne sais pas si les fédérations peuvent agir dans ce sens-là, mais peut-être que des chèques garde d'enfants, enfin, voilà, ça peut aussi aider le secteur. C'était ce que la FEDESAP et la FESP s'étaient unis justement pour faire une demande auprès du gouvernement pour mobiliser en fait des CESU, en disant que chaque salarié pouvait obtenir des CESU pour faire garder ses enfants. C'est ce qui avait été demandé et qui n'a pas donné apparemment d'écho, puisqu'il n'y a rien eu de concrétisé à ce niveau-là. Donc il y avait eu une sollicitation du gouvernement pour aider le secteur dans ce sens-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de choses concrètes aujourd'hui liées à la garde d'enfants, tant pour motiver, dynamiser ces dernières semaines, tant pour concrétiser la rentrée. Mais après, la rentrée, on va dire, j'espère, en tout cas, je suis un peu moins inquiet dans l'absolu, je me dis qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et tant que, on va dire, les incertitudes ne sont pas levées, ça va pas fortement bouger. Après, c'est le point d'interrogation, c'est l'incidence du télétravail.
sur les renouvellements, sur le volume d'heures demandées, sur également de nouveaux besoins. Ouais, ça peut être dans les deux sens, effectivement. Soit il peut y avoir de nouveaux besoins, soit il y a des modes de gestion différents qui se sont mis en place, où on a trouvé des solutions palliatives, et peut-être que le volume d'air peut. Enfin, ça peut fonctionner dans les deux sens. Effectivement, j'ai l'impression que sur certains secteurs, il y a une vraie incertitude, et que la garde d'enfants, ça peut faire partie des secteurs sur lesquels il faut attendre de voir ce qui se passe à la rentrée pour se prononcer réellement sur le redémarrage, ou voir sur la hausse. Après, l'APA et l'APH, ça ne devrait pas changer. Voilà, les plans d'aide sont mis en place. Donc, alors, pardon de dire ça, mais forcément, il y a eu des pertes de plans, puisqu'on a eu il y a un nombre de décès plus élevé dans la population la plus âgée, mais ça reste voilà, ça reste conjoncturel, c'est pas structurel. Bien, si vous n'avez pas de questions particulières sur les mesures ou sur les dispositifs, je vais faire un peu de théorie sur le prévisionnel de trésorerie, en sachant que entre aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous enverrai l'outil et que je vous demanderai de renseigner, et on l'affinera ensemble, et puis on reviendra sur les éléments que vous auriez mal saisis lors de la deuxième séance. Donc, le prévisionnel de trésorerie, c'est quelque chose de très utile, hein, puisque la cessation de paiement, c'est quelque chose qui guette toutes les structures. C'est qu'à un moment, on n'est pas capable de faire face à ces échéances à court terme, et on se retrouve obligé de déposer le bilan, et derrière une période de redressement judiciaire. Lorsqu'on a mis en place des outils de pilotage et de gestion, éventuellement on peut anticiper ces difficultés, saisir un mandataire ad hoc, mettre en place un plan de sauvegarde, qui sont des mesures moins lourdes que le redressement judiciaire ou le dépôt de bilan. Et puis, c'est aussi une façon c'est une façon de s'assurer qu'on aura de quoi payer les salaires à la fin du mois, ce qui reste une des préoccupations majeures de tout chef d'entreprise. Moi, je me souviens que quand j'étais entrepreneur, c'était ma hantise: est-ce que je vais pouvoir payer les gens tous les mois? Quand il y avait des tensions de trésorerie, j'étais très stressé à l'idée de ne pas pouvoir payer les salaires en début de mois. Alors, c'est un outil de décision, de prévision et d'anticipation, et puis aussi un outil de contrôle, hein, puisque un prévisionnel de trésorerie, ça a d'autant plus d'intérêt que, régulièrement, vous l'actualisez et vous le mettez face à la réalité, hein. Donc, il y a ce que je prévois, et puis il y a ce qui se passe. Nous, on recommande en général évidemment, selon la situation, régulièrement de réajuster le prévisionnel de trésorerie mensuellement. Ça peut être une bonne fréquence pour un prévisionnel de trésorerie. Pour les budgets, on recommande plutôt 3 mois. Dans le 93, j'ai animé des formations sur le modèle économique, et j'ai des structures qui me disaient qu'ils le remettaient à jour tous les 15 jours. Le prévisionnel de trésorerie, hein. Et donc, il n'y a pas d'autre. Mais ça suppose d'avoir une comptabilité à jour, hein, puisque quand on compare la prévision avec le réalisé, c'est forcément des saisies comptables, un suivi comptable. Donc, il faut que l'organisation soit alignée pour qu'à un moment, la comptabilité permette de mesurer si le plan de trésorerie va pouvoir être tenu, ou s'il faut le réajuster, ou si on va dans le mur, s'il y a des décisions urgentes à prendre. Généralement, c'est quand même plutôt du niveau de la direction, cet outil de pilotage. Dans les associations, il peut y avoir le trésorier, les membres du CA qui sont impliqués. Dans les entreprises, on va trouver
potentiellement le responsable administratif et financier si la structure est d'une certaine taille. Dans les structures plus petites, c'est le gérant qui fait tout, qui fait les RH, qui fait la compta. Donc ça, c'est des situations classiques dans les TPE, PME. Et puis, un prévisionnel de trésorerie, ça va vous être demandé par toutes les banques et par toutes les parties prenantes, tous les acteurs et les intermédiaires qu'on a évoqués dans les mesures. Ils vont vous demander un plan de trésorerie en plus des documents comptables du passé qui leur permettra de s'assurer que les prévisions ne sont pas complètement déconnantes. Alors, ce prévisionnel de trésorerie, ça va consister à prévoir les produits et les charges, les encaissements et les décaissements sur les périodes à venir, selon la période sur laquelle on le définit. En général, on fait un plan de trésorerie annuel. On peut le faire à 6 mois aussi, ça dépend. Il n'y a pas de dogme. Ça dépend vraiment de la structure et de la façon dont rentre l'argent et dont elle sort. Il faut être exhaustif et honnête. Le principe, c'est évidemment l'honnêteté. Et c'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'il faut masquer la réalité. C'est se tirer une balle dans le pied. Et puis, face à vous, les gens qui examineront votre prévisionnel de trésorerie, entre guillemets, c'est des professionnels, ils font ça toute la journée. Donc, si ça leur paraît, si les dépenses leur paraissent sous-évaluées, ils s'en rendront compte assez vite. Et si votre chiffre d'affaires est trop optimiste, ils s'en rendront compte assez vite, notamment parce qu'ils auront regardé les documents comptables du passé et qu'ils le verront assez vite. Et on essaye de prévoir aussi comment va évoluer à la fois les charges et les produits, si vous avez prévu des augmentations de salaire, si vous êtes au SMIC, le SMIC augmente régulièrement. Donc il faut prendre en compte tous les paramètres pour coller au plus près de la réalité. Et pour les charges variables, pas oublier de les faire évoluer de façon cohérente parce qu'elles sont liées au chiffre d'affaires. Donc, on voit parfois des prévisions de trésorerie où le chiffre d'affaires augmente, mais les charges variables restent quasiment au même niveau. Et ça, c'est pas possible puisque le principe de la charge variable, c'est que plus vous faites de chiffre d'affaires et plus elle augmente. En général, de façon proportionnelle. Ça, c'est des erreurs qu'on voit. Alors, les prévisions, comment on va les baser sur le passé déjà, puisque on a un historique. Vous utilisez un outil, un ERP particulier, un outil de gestion spécifique dans vos structures? Sur la globalité de l'activité, moi je suis sous Ximi. Maintenant, sur la partie financière, comptable, non, il n'y a rien c'est de l'Excel. Ok. Ximi, déjà sur la partie prod, vous avez le détail des heures, vous avez etc. Donc toute la partie masse salariale, vous avez le nombre d'heures vendues, etc. Tout ça, vous avez un historique. C'est un produit très utilisé dans le SAP. Voilà, donc vous avez l'historique quand même assez fin, les heures productives, non productives, les heures d'attente, selon la façon dont vous êtes organisé, que vous comptez les choses. Donc ça, c'est déjà une source d'information qui ne peut pas être mise en question, puisque c'est le passé, vous l'avez fait. Donc dans le passé, ça s'est passé comme ça. Donc c'est certainement la source la plus faible. Et notamment, vous verrez quand on rentrera plus dans la construction du plan de trésorerie, une façon de faire, c'est qu'on peut prendre sa balance et si vous sortez une balance au 31/12/2019, vous allez avoir 2019 et 2018 et poste par poste, vous verrez le montant de la charge. Et donc, si sur 2020 ou 2021, le montant que vous prévoyez n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé en 2019 ou en 2018, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit il y a une explication rationnelle,
votre organisation change de taille, vous changez de bureau, vous changez d'outil informatique, vous payez 2 fois le prix de la licence. Et alors à ce moment-là, vous êtes capable d'expliquer, de comprendre pourquoi cette charge elle augmente ou pourquoi elle diminue. Et pareil pour les produits. Si vous signez, si vous êtes capable de prouver que vous avez signé 10 contrats ou 20 contrats en plus, là, à ce moment-là, l'évolution que vous prévoyez, elle sera cohérente. Donc, le prévisionnel de trésorerie, on va le baser sur la construction de budget, donc un budget d'exploitation. Il y a d'un côté les ventes, les achats et la masse salariale qui, pour les structures SAP, est la dépense la plus importante. Ça va être entre 90 et 95% de la masse salariale. Je ne sais pas à combien vous en êtes, Monsieur Bréchy et Madame Waro. Vous avez une idée? Moi, en ce qui me concerne, je suis quand même nettement en dessous parce que je suis plus aux alentours de 70-75 parce que sur la majorité donc, de mes salariés, nous, on bénéficie des dispositifs Fillon, qui fait que sur la partie cotisation, on a en effet un taux amoindri D'accord. sur la charge patronale. D'accord. Et donc, votre masse, donc vous me dites qu'en gros, votre masse salariale, c'est 70%. 70-75%. Si c'était 80-90% de mon chiffre d'affaires, ce serait compliqué. Ça voudrait dire que j'ai pas beaucoup de marge commerciale pour pouvoir subvenir aux charges. Ouais, c'est clair, mais c'est le cas de pas mal de structures, hein. Notamment celles qui sont sur de la prestation APH où ça monte. Alors c'est aussi parfois parce que les plannings sont mal gérés, mais bon, ça peut monter jusqu'à 90%, enfin 88, voilà. Donc 70. Après, c'est sûr que si vous êtes plus sur le confort, ça doit baisser un petit peu parce que les taux de marge ne sont pas les mêmes, les tarifs ne sont pas, entre guillemets, encadrés, parce que beaucoup de structures fonctionnent sur le tarif du conseil départemental. Donc, évidemment, ça génère pas la même liberté et le volume de marge est beaucoup plus faible. C'est pour ça qu'on a cette différence de ratio. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, en tout cas pour le futur. Madame Waro, vous avez Et puis il y a aussi peut-être, par rapport justement à Madame Waro, c'est aussi la rémunération des intervenantes. Il y a moins besoin peut-être justement d'avoir un taux horaire plus important. Nous, on est sur on suit la convention collective, on est sur un SMIC amélioré. Il y a ça aussi, peut-être par rapport au coût horaire est peut-être moins important dans ce type de service que dans d'autres services du service à la personne. Nous, c'est pareil, on se base aussi sur la convention collective. Elles ne sont pas payées des masses. On n'a pas beaucoup de dérogations et beaucoup de marge pour les payer plus. Du coup, j'ai pas entendu tout à l'heure. Est-ce que vous avez répondu est-ce que vous savez à peu près ce que représente la masse salariale chez vous? Alors, non. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas encore au point là-dessus. Non, mais pas de souci. C'était juste pour voir s'il y avait vraiment une différence sensible avec M. Bréchy. Parce que je me souviens du dernier module où j'avais cette structure SAP dans le 93 où on était presque à plus de 85%. La masse salariale représentait plus de 85% du budget global. Voilà. Alors là, au-delà de la partie budgétaire, qu'on fixe d'abord, et après, à partir de là, on va construire un budget de trésorerie qui n'est que la traduction de toutes les décisions qu'on a prises et du fonctionnement de l'activité. En tout cas, quand on compare le réel aux prévisions.
Voilà, donc c'est pas quelque chose de statique, donc forcément, quand on fait un budget de trésorerie, on le relie au passé, on va le relier au solde qu'on a en banque, on va le relier éventuellement, si on démarre en premier d'année, au montant des créances à recevoir et au montant des dettes à régler, qui viendront alimenter le plan de trésorerie, puisque c'est pas. On démarre au 1er janvier, il y a forcément des choses qui ne sont pas payées dans un sens comme dans l'autre de l'exercice précédent. Donc, on n'oublie pas de l'injecter dans le nouveau plan de trésorerie. Ouais. Comment vous faites, vous, Monsieur Bréchy, pour faire votre budget, votre plan de trésorerie? Attendez, excusez-moi, vous pouvez voir avec Madame Moreau, je suis au téléphone et j'ai dû répondre à un appel. Excusez-moi, je suis désolé. Non, je vous en prie, pas de souci. Du coup, Madame Moreau, c'est vous qui le faites, le plan de trésorerie, ou c'est le siège aussi? Alors le siège, il l'établit, donc là c'est pareil, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Je suis désolée, je reprends le poste. Non, mais je suis pas très bénéfique, mais vous inquiétez pas, il y a pas de souci. C'est aussi l'occasion d'affiner vos compétences en la matière. Donc vous serez à même peut-être de l'analyser de façon plus fine la prochaine fois qu'ils vous transmettront exactement. de l'agence ou de l'établissement. Bon, voilà, donc il y a un plan de trésorerie, il y a le passé, il y a ce qui se passe au cours du mois, donc c'est les encaissements et les décaissements qui sont liés à l'exploitation, et puis il y a des décaissements et des encaissements qui sont hors exploitation, et là, ça va être par exemple la TVA, ça va être les emprunts, si vous avez souscrit un certain nombre d'avance ou parmi les mesures qu'on a évoquées, selon la date à laquelle vous allez commencer à rembourser, il y aura les remboursements du PGE, les remboursements du prêt rebond, tout ça, ça viendra alimenter votre budget de trésorerie. Excusez-moi, je suis revenu. Pas de souci. Ouais, non, mais je vous inquiétez pas. Et donc, du coup, la question, c'était de savoir comment vous procédiez, vous, pour… Alors, moi, j'ai une application, je passe par une application sur Chrome qui s'appelle Agicap, qui est en fait en lien directement avec ma banque, donc qui vient piocher les dépenses. Et je peux les libérer, les regrouper. Ou les recettes, toutes les entrées et les sorties qui sont réalisées sur mon compte. Et là-dessus, je peux également faire des simulations. Donc, en termes de projection, en utilisant les dépenses fixes, et après en renseignant naturellement la partie variable, que ce soit les recettes ou la masse salariale, par exemple, ou les dépenses que je vais réaliser sur certaines périodes. Ce qui me permet de voir un petit peu où j'en suis et ce que je peux faire. Et voir l'incidence que je peux avoir en impliquant telle ou telle dépense supplémentaire. Et vos prévisions, du coup, bon, c'est pas mal d'avoir déjà un outil. Et du coup, vos prévisions de chiffre d'affaires, vous les estimez comment? J'utilise moi sur la même période, on va dire l'année scolaire, j'utilise naturellement le nombre. À la base, j'ai un nombre de familles et j'ai un devis qui est établi. Donc, j'utilise ce devis, on va dire, qui est sur la partie maximisée. Et sur des mois où éventuellement des vacances scolaires, j'impute d'un quart du mois s'il n'y a qu'une semaine, de la moitié du mois s'il y a 2 semaines, par exemple. Ce qui me permet d'avoir un chiffre d'affaires au mois le mois qui est généralement en version basse. D'accord, ok. Mais ça, c'est de l'Excel. Ouais, de toute façon, c'est de l'Excel en utilisant des données de Ximi sur la partie chiffre d'affaires réalisée au mois le mois ou sur la partie devis. Donc ça, c'est un outil maison en fait. Pas de souci. Voilà. Déjà, vous êtes assez avancé. Du coup, je vais vous montrer l'outil PGE que je souhaite utiliser et sur lequel je souhaite vous faire plancher pour la prochaine partie. Est-ce que vous le voyez à l'écran?
Oui. Oui, oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon. Voilà, donc ça, c'est un outil qui a été mis en place par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables en Île-de-France. Vous avez un premier onglet, je vous l'enverrai avec le support tout à l'heure. Et vous avez un premier onglet qui vous explique comment ça fonctionne. Ici, il y a un certain nombre de paramètres qu'on renseigne avec des choix et des petites des explications. Hein. Quand il y a une petite coche rouge dans le coin, c'est qu'il y a une liste déroulante ou qu'on vous donne un complément d'explication pour bien comprendre. Et ça, c'est typiquement aujourd'hui le document qui est demandé pour obtenir le PGE. Et souvent, enfin en général, il demande l'attestation de l'expert comptable avec. Donc ça, il faudra voir avec votre expert comptable. Évidemment, ce n'est pas l'objectif, mais quand on aura fini la prochaine séance, vous aurez potentiellement une demande de PGE modélisée toute prête, si toutefois vous deviez la faire ou la refaire, etc., etc. Donc ça, ce sont les paramètres. Vous allez renseigner qui vous êtes, comment vous fonctionnez en termes de CA, de TVA, etc., etc. Vous avez ici la fiche de diagnostic. Vous allez expliquer un petit peu, vous allez mettre vos chiffres du passé sur la base de vos documents comptables. Vous trouverez les informations dans vos documents comptables et expliquer l'origine des difficultés. Là, on est plus dans un diag qualitatif. Donc, quand je les rouge, c'est que ça a renseigné, hein, mais si je renseigne, voilà. Vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu. On vous demande d'indiquer les pertes de chiffre d'affaires, l'estimation des conséquences sur votre trésorerie. Si vous avez utilisé les dispositifs de mouvement mental d'urgence, puis de raconter un petit peu ce que vous avez fait. Voilà, donc il y a des montants maximum de trésorerie. Ça, c'est parce qu'évidemment, derrière, j'ai rempli le prévisionnel et que comme le PGE, c'est 25% du chiffre d'affaires, automatiquement, on vous donnera le montant max auquel vous aurez droit à partir de l'outil. Le dernier onglet, là, on est vraiment sur la logique de construction de l'outil. Vous allez partir de 2019, vous allez renseigner les ventes de chiffre d'affaires et puis mettre tout 2020 en rapport. Voilà, donc là, cet outil, il faudra l'adapter évidemment à votre situation, hein, que ce soit au niveau des encaissements et des décaissements. Là, pour l'exemple, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, j'ai laissé un certain nombre de postes, mais il faudra l'adapter à vos libellés, potentiellement à vos comptes de balance si vous voulez, puisque là on est dans le cadre d'un exercice, hein, c'est pas, si je prépare le document pour que mon expert comptable me fasse l'attestation, en général c'est lui qui le fait, hein. Donc on va se contenter de postes regroupés, mais évidemment vous pouvez détailler un peu plus. Si vous louez trois bureaux différents dans 3 endroits différents, vous rajoutez des lignes, vous mettez le libellé exact. Là, c'est un libellé regroupé, mais vous pouvez détailler l'eau, enfin distinguer chaque chose. L'objectif étant de se rapprocher au plus près de votre plan comptable, de ce que vous allez retrouver dans la balance, puisque vous allez pouvoir éventuellement à un moment faire la comparaison avec le réalisé. Et puis après, on prévoit 2020. Est-ce que c'est... Et le dernier onglet de l'outil, c'est normalement l'attestation de chiffre d'affaires qui est signée par
père comptable qui garantit notamment le chiffre d'affaires 2019. Hein. C'est la demande, en tout cas pour le PGE. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Cet outil, ça ressemble à ça, ce que vous avez fait, monsieur? Voilà, je retrouve. J'étais uniquement sur plein écran du tableau Excel. Oui, un peu. En fait, moi à la base, j'étais parti, oui, c'est un peu dans le même esprit, peut-être moins développé. Mais oui, j'étais parti de 2019 et j'avais imputé un coefficient. Et après, j'étais reparti des dépenses que j'avais réalisées habituellement. Et par contre, j'avais estimé sur différentes hypothèses dynamiques, soit basses, moyennes ou hautes. Et en fonction de ça, comment dire, de mettre en valeur un besoin de financement et de justifier le montant que j'ai communiqué. Là, c'est typiquement ce qu'ils font. Hein. Vous voyez, là, en haut, ils ont mis 2019. Donc, ça, c'est 2019. Donc, là, on est sur 2020. Et là, lui, il annonce, j'ai laissé en tout cas, puisque c'est un cas réel. Oui. Voilà, donc c'est un outil qu'on a renseigné pour un de nos clients. Lui, il nous annonce 110% en mai 2020. Donc, lui, il a de la chance. Hein. On va dire ça. Et puis là, sur les autres mois, il est à 85%. Et du coup, voilà, on ajuste son chiffre d'affaires prévisionnel comme ça. Et puis, et pour les dépenses, il estime lui-même. Voilà. Ouais, moi, pour pas rien vous cacher, je suis parti un peu à l'envers du montant que j'avais estimé pour être sûr de tout sécuriser et mettre l'activité, les dépenses en face, quoi, pour pouvoir obtenir. Mais moi, ma banque, j'ai eu la chance que sur cette partie-là, je ne l'avais pas demandé. Je l'ai fourni pour aller plus vite, mais il n'y a pas eu de demande particulière. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est en repartant dans l'autre sens, voir s'ils arrivaient sur le même besoin. Ça peut être intéressant. Et voilà. Donc en fait, on va partir pour la prochaine séance, puisqu'on va arriver au bout du temps de ce matin. On va partir sur cet outil que je vais vous demander de renseigner autant que possible, si vous pouvez. Voilà. Et puis après, je vous présenterai un plan de trésorerie plus développé où je vous montrerai comment on peut mettre en place un outil dans lequel on injecte la balance chaque mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois pour pouvoir comparer le réel aux prévisions et pouvoir faire les réajustements, hein, parce que c'est tout sauf un outil de pilotage statique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réajuster de mois en mois, d'un mois sur l'autre. Vous pouvez perdre des clients, vous l'avez prévu sur 6 mois, mais il aura le contrat, ou si c'est une entreprise, il peut avoir des difficultés, il peut fermer, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre au plus près. C'est l'outil de pilotage majeur à court terme des entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Du coup, je reste quelques minutes. Je vous propose qu'on échange encore. Je vais vous mettre mon adresse mail là. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. On fait le SAV. Et moi, j'ai vos adresses mail, donc je vais vous envoyer le support et puis l'outil PGE. Et, alors, si vous avez le quotidien, mais si vous réussissez à trouver le temps pour le renseigner avec les éléments que vous avez, c'est parfait. Comme ça, on commencera par ça. La prochaine fois, on verra quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et puis, on ira vers un modèle un peu plus développé, moins adapté, plus courant, puisque là, c'est vraiment une réponse au PGE qui potentiellement, c'est une demande que vous allez faire. Pour certains, vous l'avez fait, mais pour tous les autres, vous allez peut-être avoir à la faire d'ici au 31/12. Mais au-delà de ça,
plan de trésorerie, ça peut être quelque chose, enfin c'est un outil générique qui vous servira tout le temps, et ça peut être un peu plus affiné que ça, et avoir beaucoup plus de possibilités que ça, notamment la comparaison avec la compta régulièrement pour pouvoir le réajuster. D'ailleurs, pour le fonds résilience, il est exigé dans le formulaire à retourner. Il faut absolument transmettre un plan de trésorerie pour valider la demande. Bon, ben voilà, donc pour Madame Waro, pour votre structure, voilà, ça sera important aussi de faire ce plan de trésor, mais c'est le siège qui s'en occupe, hein, c'est souvent comme ça dans les entreprises centralisées. Vous avez certainement au siège un spécialiste, un responsable financier qui maîtrise. Exactement. Qui maîtrise ça et qui fera ça avec ça va même l'amuser, même vous dire moi je fais autre, moi j'ai déjà des outils tout prêts, etc. Mais vous lui demandez les chiffres, et puis comme ça, mais enfin l'objectif c'est qu'éventuellement vous montiez entre guillemets en compétence sur le sujet, donc c'est mieux si c'est vous qui le faites quand même. Oui, je pense aussi. Est-ce que la plateforme SAP souhaiterait conclure? Je vous remercie tous de votre participation. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais en tout cas, merci d'avoir été présents et d'avoir honoré le rendez-vous. Je vous ai mis un petit lien pour accéder à un questionnaire d'évaluation. C'est pour nous aider à améliorer les webinaires et notre offre de service de manière générale. Voilà, et puis on reste à votre disposition si besoin, toute l'équipe, en fonction des actualités du moment, en fonction de votre quotidien, que ce soit recrutement ou autre. Nous sommes là. En tout cas, merci à vous aussi, monsieur Martineau. Merci à vous et merci aux participants d'avoir interagi. C'est aussi intéressant de savoir entre les mesures et savoir comment ça se déploie réellement sur le terrain, les retours d'expérience. Voilà, c'est intéressant. Si on avait été un peu plus, on aurait eu un peu plus de retours d'expérience et ça aurait été certainement encore un petit peu plus riche. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie les devoirs. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je voulais juste ajouter, n'hésitez pas à consulter la CVTech. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 96 profils. Donc n'hésitez pas, elle est à jour. D'accord. Merci beaucoup, Noël. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.